de l'Université de Concordia sur la cartographie préliminaire des aléas géomorphologiques à proximité de la future route 138 sur la base Côte-Nord, donc future route qu'on attend depuis des décennies sur la base Côte-Nord. À toi, William. Merci beaucoup, Pascal, pour l'introduction. Je suis très content d'être ici, avoir cette opportunité pour présenter sur ce projet. Comme vous savez, il y a plusieurs aléas associés à la dynamique géomorphologique, puis c'est un grand défi pour les infrastructures routières. On a plusieurs événements qui sont assez catastrophiques, comme les ouragans qui apportent des crues assez forts. Nous avons aussi des exemples de submersions catastrophiques reliées aux les zones côtières et des ravins. On a aussi des glissements de terrain, mais des fois, il y a des changements morphologiques qui sont plus subtils, comme les accumulations de sédiments sous des ponts et des ponçons, qui peuvent apporter des problèmes d'érosion éventuellement et de crues. On a pour aider à ça, pour augmenter la résilience des infrastructures routières, c'est l'incorporation des concepts hydrogéomorphologiques. Donc, ces concepts sont reliés à la science qui regarde les variables hydrologiques aux formes de relief et ça permet une meilleure compréhension des processus interconnectés des systèmes pluviaux à diverses échelles spatiales et temporelles. Donc, le figure classique du balance de Lynn, ça démontre cet équilibre dynamique entre la forme du chenal et les débits de liquide et solide. On a plusieurs exemples de l'hydrogéomorphologie en action qui peut aider à comprendre les connexions, comme dans la figure A, ici sur la gauche, les connexions latérales entre le cours d'eau et sa plaine inondable. On a aussi des exemples, comme à la droite, des connexions de l'amont à l'aval. Donc, ici, c'est un exemple d'un cône alluvial. Puis, ça va avoir un impact de le pont et les ponceaux dans ces sections. Comme Pascal a introduit, ce projet, ça fait partie de l'étude d'opportunité pour le projet de la route 138 dans la Basse-Côte-Nord. C'est une bonne chance d'incorporer les concepts hydrogéomorphologiques dans la conception et emplacement d'une nouvelle route. C'est un grand territoire avec peu de données et peu d'études antérieures. Puis, il y a la présence d'un grand nombre de cours d'eau et de très nombreux ravins. Les objectifs du projet de recherche, c'est de cartographier les aléas géomorphologiques et identifier ceux qui pourraient constituer une contrainte pour la nouvelle route. On vise à analyser les dynamiques fluviales et côtières, ainsi que l'évolution des ravins. On vise à déterminer la probabilité d'aléas géomorphologiques, donner une classification de faible, modéré ou élevé. Puis, on veut aussi identifier des zones de concentration d'aléas qu'on nomme des hotspots. On commence par une discussion sur les aléas de la dynamique fluviale. Donc, les facteurs contributifs qu'on regarde, c'est les zones d'inondation fréquentes. On parle des milieux humides, des mollets d'érosion et de sédimentation. Aussi, les zones de changement morphologique. Alors, est-ce qu'il y a la migration latérale vers la route? Est-ce qu'il y a des puissances spécifiques élevées? La zone qu'on a évaluée, c'est tous les cours d'eau d'une largeur d'au moins 5 mètres qui croisent ou qui sont situés au moins 250 mètres du tracé de la route 138. Et pour ces zones, on va évaluer toute la plaine alluviale. Une des premières étapes méthodologiques, c'est la cartographie de la plaine alluviale. Donc, avec une interprétation visuelle des indicateurs topographiques qui viennent du lidar, des photos historiques puis des auto-images, on peut identifier des formes comme les chenaux de débordement, les talus d'érosion et les milieux humides alluviaux qui donnent des patrons d'érosion et de sédimentation et qui, quand on relie ça avec les processus qui les forment, ça nous indique des zones de changement morphologique récents. Dans la deuxième étape méthodologique, on a utilisé la modélisation à large échelle avec ListFlood. Cet logiciel, c'est un modèle de 1D, 2D couplé avec bathymétrie estimée à partir du lidar. Ça nous donne les niveaux d'inondation pour des débits de récurrence de 20, 100 et 350 ans.
et les débits provenant de l'atlas hydroclimatique, donc la modélisation de Hydrotel. Alors, c'est juste applicable pour les cours d'eau avec une aire drainée plus de 50 km². Et ça nous indique aussi encore l'importance d'avoir une bonne couvrage de lidar. Dans cet exemple, c'est une place assez éloignée, puis on a seulement le lidar pour un corridor de 2,5 km autour du tracé de la route et non suivant les rivières de façon longitudinale. L'autre étape méthodologique, c'est la détection de la migration de chenal. Donc, on commence par regarder dans la plaine inondable pour des signes de migration. On regarde des anciennes méandres, des recrutements, des bancs non végétalisés, ainsi que des embarques de bois. Pour les rivières qui nous donnent des indices de migration, on va faire une analyse plus approfondie ensuite en numérisant les rivières à au moins 2 années différentes en suivant les photos historiques. Nous sommes aussi intéressés aux puissances spécifiques. Donc, ça, c'est une mesure d'énergie fournie par l'écoulement d'un cours d'eau par unité de surface. Le débit est estimé par l'aire de drainage et nous avons des outils maison pour le calcul de pente de surface de l'eau et la largeur à partir des données LIDAR. Les tronçons les plus dynamiques on utilise le seuil de plus grand que 35 watts par mètre carré. Et ça, c'est des zones où l'érosion de berge est plus susceptible de survenir dans les sections alluviales. Quelques résultats pour les aléas fluviaux. 50 cours d'eau ont été évalués. En général, les contraintes pour la construction de la route est faible. Ça, c'est à cause que la morphologie des chenaux sont souvent contrôlées par des conditions topographiques locales, donc des affleurements rocheux. Plusieurs des cours d'eau sont incisés dans les plaines d'inondation étroites. Il y a peu de migration latérale récente. Cependant, 5 sites ont été classés comme probabilité d'occurrence élevée d'aléas fluviaux. Ici, on démontre un exemple d'un de ces sites. Donc, il y a pour la majorité du cours d'eau, des puissances spécifiques supérieures à 35 watts par mètre carré. On a une plaine d'inondation active avec des modelés d'érosion, des méandres abandonnés. Et les photos historiques ont révélé qu'un des méandres migre en direction de la route. Ici, dans cette figure, on montre aussi l'indication entre la cartographie hydrogéomorphologique sur le côté gauche, qui délimine les zones fréquemment inondées, avec les résultats de l'ISFLOOD pour une crue de 100 ans. Maintenant, pour les aléas de l'évolution des ravins, c'est une catégorie qui est assez compliquée. Il y a plusieurs processus qui peuvent affecter l'évolution des ravins. Donc, on parle de l'érosion fluviale, l'érosion régressive et la submersion. Les implications des aléas pour la route 138 dépendront de la mesure et de la nature de l'évolution potentielle des ravins, parce qu'il y a l'expansion possible dans plusieurs directions qui va être reliée en grande partie de la différence résistance entre les couches qui sont présentes. Les ravins dans le Basse-Côte-Nord sont déjà connus comme être particulièrement sensibles à la construction d'une nouvelle route. En réalité, un ancien rapport de Morneau 1988 a noté plusieurs critères ou plusieurs conditions, comme les grandes surfaces tourbeuses avec une couche indurée, friable, la présence de sédiments deltaïques et argileux donc il y a un contraste de perméabilité. Il y a aussi un nombre important de ravins profonds avec un angle de paroi de ravin qui est supérieur à l'angle de stabilité de 30 degrés. Il y a aussi un risque de submersion important et les processus de ravinement et de submersion sont sensibles aux modifications anthropiques. Ici, sur la figure à la droite, on voit un ravin à l'aval de la rivière Moisy qui a subi un événement de submersion, puis ça peut avoir un grand impact sur le réseau routier s'il était à proximité.
Pour clarifier, c'est quoi le processus de suffusion? C'est la soutirage de sol par les eaux souterraines naturelles et les eaux d'infiltration au contact entre des horizons qui présentent une contraste de perméabilité. Dans son rapport, Morneau 1988 a aussi classifié les ravins du Basse-Côte-Nord en 3 catégories générales, puis on a gardé cette classification. Le premier type, c'est des ravins longs de plusieurs kilomètres avec une entaille fluviale ramifiée qui traverse et draine une grande superficie de la plaine. La pente longitudinale s'abaisse graduellement du source jusqu'à l'embouchure. Puis, le plan géomorphologique de l'entaille principale a atteint un certain profil d'équilibre. Le deuxième type est abondante en bordure de talus de terrasse. Les entailles sont plus petites, ils sont ramifiés en forme de V et le profil longitudinal est marqué de plusieurs seuils qui dénotent une certaine jeunesse du système fluvial. Il y a aussi la couche indurée friable qui est comme montré dans la photo dans le milieu ici, qui est souvent sous les tourbières, qui peut empêcher le recul des têtes de ravin. Le troisième type est courte. Il y a l'entaille linéaire. La profondeur d'incision est proportionnelle au talus, mais il y a aussi une rupture de pente longitudinale qui est très abrupte, qui ne rejoint pas en amont la surface de la plaine. Il y a aussi la contour semi-circulaire de la tête de ravin. Et cette résistance du couche indurée qui peut retarder l'érosion régressive et le recul du tête de ravin, il est encore là, mais la situation de déséquilibre extrême du profil longitudinal peut favoriser une dynamique érosive de subversion. Donc, c'est des ravins qui sont un peu plus à risque. Au niveau des étapes méthodologiques, la première étape, c'est d'identifier des ravins potentiellement importants. Donc, on a juste gardé les ravins qui démontraient un talus, une hauteur de paroi plus que 4 mètres, des pentes plus que 50% sur une longueur d'au moins 100 mètres. 8 facteurs ont été retenus après consultation avec experts et la littérature dans 4 catégories. On regarde les variables morphologiques, les variables de surface, les variables hydrauliques et les processus actifs. On a développé et utilisé des outils maison SIG pour faire une extraction semi-automatisée de chaque facteur. Puis, on a aussi classifié les probabilités d'occurrence d'aléas associés au ravin en regardant chaque pixel des ravins numérisés qu'on a donné un facteur contributif, donc le poids était déterminé par un sondage d'experts. Ça, c'est un exemple d'un des cartes qui démontre le potentiel d'évolution de ravin. À ce point, on a juste le ravin tel qu'il est. On ne démontre pas une évolution au niveau de, dans le futur, comment ça peut changer, juste une possibilité que ça va changer. Donc, ça regarde la densité de pixels, la proportion de pixels à proximité de la route. L'évolution des ravins, ça présente une contrainte majeure dans plusieurs tronçons du tracé de la route 138. En total, 569 ravins ont été analysés sur une étendue spatiale de 19 km². Et la proportion des ravins numérisés à proximité de la route 138, 12% a démontré une probabilité d'occurrence d'aléas élevée. Nous avons aussi regardé les aléas côtières. Donc, on parle de recul de falaise et la submersion marine. Les facteurs de risque qu'on a considérés, c'est la faible altitude, des falaises abruptes et érodables et des mouvements de masse récents. 5 zones côtières à proximité du tracé de la route 138 ont montré un dynamisme potentiel, donc 2 présentaient une érosion importante. Et pour mettre ça en contexte, seulement 1,5 km des 365 km de la future route 138 étaient à proximité d'un aléa côtier. Les données consultées, c'était les photos aériennes historiques et obliques, le LIDAR et les images satellitaires. Ici, c'est une photo oblique qu'on a reçue du laboratoire de dynamique de gestion intégrée des zones côtières.
Puis ça démontre très bien l'érosion côtière dans un des zones qui a subi plusieurs glissements de terrain. Ça, c'est la même zone et c'est un exemple de recul de falaise évalué sur 100 ans. Donc, en bref, les étapes méthodologiques, c'est la numérisation de la base des falaises côtières pour 2 ans. Le retrait était extrapolé sur des transects perpendiculaires aux 50 mètres. Puis, l'événement maximal était mesuré avec le LIDAR. Donc, en orange, la zone potentiellement érodée, c'est le taux de migration multiplié par 100 ans et le plus grand événement de recul visible est additionné à ça. Et ça, c'est un exemple d'un des cartes finaux qui démontre tous les aléas reliés à l'évolution des ravins, les aléas fluviales et les aléas de la zone côtière. Puis les hotspots sont William, évalués. 5 minutes. Oui, parfait. Conclusion, c'est la prochaine. Les hotspots, c'est le cartographié manuellement comme zone générale de forte probabilité d'aléas à proximité de la route. Et c'est ça. En conclusion, plusieurs zones de probabilité d'occurrence d'aléas géomorphologiques sont identifiées à proximité du tracé de la route 138. La grande majorité des aléas ont été identifiés reliés à l'évolution des ravins et des dangers de submersion. Le LIDAR, c'est une source de données primordiale, surtout dans les milieux éloignés. Et les méthodes hydrogéomorphologiques qui utilisent le LIDAR, ça permet de fournir une évaluation des aléas naturels sur un grand territoire en utilisant des morphologies et des variables clés à une résolution spatiale relativement élevée. Et pour les prochaines étapes, on veut pousser le développement d'outils SIG pour intégrer les concepts hydrogéomorphologiques dans la planification du réseau routier. Donc, je remercie tout le monde pour votre attention et tous ceux qui ont été et encore sont impliqués dans le projet. Merci beaucoup, William, pour ta présentation. Est-ce qu'il y a des questions? On a le temps quand même. Suzanne Dreja. Oui, merci beaucoup pour ta présentation, William. Je me demandais, dans une prochaine étape, est-ce que tu sais qu'est-ce qui serait envisagé par le ministère? Est-ce que c'est plus de faire des ouvrages de protection puis de l'ingénierie dans ce secteur-là, ou il s'en est plus pour éviter les hotspots que vous avez repérés sur vos cartes? Excellente question. Et la réponse, c'est un peu compliqué. C'est un projet de 3 ans, puis on est dans la 2e année de ça. Et à cause de COVID et du timing des choses, notre projet, on l'a effectué durant le temps que le ministère faisait d'autres études pour comprendre les enjeux pour le tracé. Donc, initialement, on a déjà identifié certaines hotspots et d'autres chercheurs ont identifié souvent les mêmes hotspots. Puis leur tracé, celui que j'ai montré dans les figures, ça a déjà été ajusté pour éviter les hotspots les plus problématiques. Surtout, un des bons exemples, c'est le figure que j'avais montré avec l'érosion côtière. Ils ont déjà évité cette zone après quelques réunions sur le sujet. Mais je vais dire que après cet moment, peut-être la réponse, ça va être c'est quoi le mot? Désolé, mon français n'est pas le meilleur là. J'essaie de trouver certains mots, mais ça va être plus des actions qui vont prendre au niveau de la conception des ponts et des ponceaux pour ajuster à ces aléas. Donc, ajuster le remblai, le pont, la protection, les choses comme ça. Ils ont déjà fait leur choix majeur de déplacer le tronçon, mais ils étaient ouverts à ça au début du projet. Merci beaucoup. Philippe? Merci beaucoup, William. Vraiment très intéressant. En plus, tu as les photos magnifiques. Puis c'est un coin à visiter, n'est-ce pas, monsieur Lam? Alors, ma question, c'est, je suis vraiment, moi, un novice dans la matière.
Est-ce que les hotspots, puis d'un point de vue hydrogéomorphologique, on est capable d'identifier si ce sont, par exemple, des crues ou des inondations rapides ou des inondations lentes? Sous-entendu, les processus aussi météorologiques à l'origine de ces phénomènes-là vont influencer les types de crues. Est-ce que vous êtes capable justement de faire une discrimination de ces processus-là et aussi évidemment d'identifier des hotspots de façon à différencier ces types de crues? À date, on n'a pas embarqué dans ça. Cependant, on a du terrain qu'on planifie cet été pour visiter les hotspots qu'on a déjà identifiés. Puis, il y a certains indices qu'on peut regarder dans les sites pour savoir les types d'érosion, pour valider l'érosion, pour essayer de valider des signes de crue. Mais ça va être vraiment relié à cette cartographie du hydrogéomorphologique de la plaine inondable pour essayer de regarder des patrons dans la plaine inondable pour des dépôts récents. Mais à date, on n'a pas essayé vraiment de le faire de cette façon, mais c'est une bonne idée. Peut-être on peut discuter avec l'équipe puis trouver des moyens pour incorporer ça. Merci. Moi, j'aurais une petite question pour toi, William. Dans le fond, en fait, sur la Basse-Côte-Nord, c'est toujours un enjeu, là, l'existence de données. Là, il y a quand même très peu de données de base qui sont utiles, notamment les lidars. Je me demandais, un des facteurs de localisation des ravins de diffusion sur la Côte-Nord, c'est la présence d'anciens chenaux sous-glaciaires qui ont été sculptés dans le roc et qui ont été par la suite là, complètement remblayés par des sédiments fins et du sable. Et donc, ça canalise finalement les eaux souterraines dans ces environnements-là. Puis, c'est un des facteurs de déclenchement. Et je me demandais, une façon de pouvoir les observer, c'est notamment quand tu as des puits de forage. Là. Et donc, je me demandais s'il y avait des forages qui avaient été faits le long du futur tracé, si ça avait été regardé un peu, ces données-là. Oui, il y avait une entreprise privée qui était engagée pour faire des forages tout au long du tracé. Même au début du projet, on a bien compris assez vite qu'il y a des grands problèmes de submersion. Comme vous avez bien expliqué, il y a le couche induré, il y a beaucoup de tourbières, puis percer cette couche indurée, ça va être une chose importante à éviter. Puis aussi maintenir ces connexions de surface et subsurface pour ne pas aggraver des événements de submersion. Donc oui, on fait des forages, puis aussi un inventaire, le département de gros glissement a fait un inventaire des puits de submersion, puis une analyse sur ça. Au niveau de notre volet, quand on va visiter certains ravins, on va vraiment regarder la morphologie du ravin, puis la qualité du tête de ravin pour voir comment la couche indurée est percée ou non à proximité du ravin. Mais on comprend aussi qu'il peut y avoir des éléments qui sont assez loin du ravin qui peut indiquer la submersion. Mais on n'est pas nécessairement en mesure de connecter tout ça pour notre projet. Merci beaucoup pour la présentation. Donc, on va passer à notre prochaine conférencière, qui est Janie Vendello.